Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Salut Muriel. Voilà. Ravie de te recevoir aujourd'hui à mon tour. Enchantée d'être là. Voilà, pour une petite interview que beaucoup de personnes dans ma communauté attendent, puisque tu vas venir nous parler aujourd'hui du sujet des pervers narcissiques. Oui. Alors, c'est un sujet qui est dit à la mode et c'est un petit peu un problème parce que c'est vrai que c'est important qu'on puisse en parler, que ce soit un vrai sujet qui soit porté à la connaissance de tout le monde. Mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas galvaudé parce qu'à ce moment-là, ça va porter préjudice à ceux qui sont vraiment dans des relations avec des pervers narcissiques. On va lui dire « Ah ben non, c'est bon ». Alors Oui. que quand on est dans une relation avec un vrai pervers narcissique, il y a vraiment des choses extrêmement précises et extrêmement complexes à gérer. Eh bien, d'où l'intérêt donc de cette entrevue, puisque je vais pouvoir te poser les questions que justement des personnes se posent parce qu'elles s'interrogent peut-être ou elles savent qu'elles sont confrontées à ça. Et donc, du fait, on va pouvoir les éclairer et leur apporter tes lumières. Alors, justement, pour parler de tes lumières, dis-nous rapidement qui tu es et pourquoi tu peux nous parler des pervers narcissiques, toi, aujourd'hui. Alors, moi, je suis maintenant hypnothérapeute et praticienne aussi en EFT, qui est Emotional Freedom Technique, donc en plusieurs techniques de prise en charge et d'accompagnement des gens qui ont envie d'aller vers plus de bien-être. Et j'en suis venue à vraiment connaître les pervers narcissiques parce que c'est un sujet qui s'est imposé à moi dans ma vie. Et donc, depuis 15 ans, je fais des recherches. En France, on n'avait pas énormément de choses. Et donc, je suis allée beaucoup me documenter dans les pays anglo-saxons. Ce qui fait que voilà, je couvre un panel d'approches assez différentes, puisque j'ai pris des choses en Australie, au Canada, aux États-Unis, au D'accord. Donc, Japon. une expertise dans ce domaine très variée que tu as pris un petit peu partout. Très bien. Parfait. Bon, alors je pense que nous allons pouvoir te poser des questions, que tu vas être en mesure d'y répondre. Normalement, oui. Alors, pour poser le cadre, justement, par rapport à ce que tu disais, le mot pervers narcissique, on l'emploie un peu à tort et à travers. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment reconnaît-on un pervers narcissique? Y a-t-il des caractéristiques qui émergent et qui pourraient nous laisser penser qu'on est face à ce type de personnalité-là? Alors déjà, je n'aime pas trop le terme pervers narcissique et moi, j'appelle ça plutôt un PADN, c'est-à-dire une personne qui agit à partir d'un désordre narcissique. Donc, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui déjà souffre en interne d'un désordre. Sauf que ce désordre, il ne va pas être capable de le gérer et donc il va le projeter chez les autres. Et la plupart du temps, on ne va pas réussir à vraiment voir qui est un PN, on va voir surtout les dégâts que ça fait dans son entourage. En général, le PN va très rarement ou PADN, comme je l'appelle moi, on va dire PN pour que ça soit plus PN, ça va plus vite. voilà, exactement. Mais j'aime bien le fait que ça agisse à partir d'un désordre. Pour moi, c'est très important. Je pense qu'on Okay. ne comprend pas toujours que ces personnes ont un vrai désordre. On croit qu'en fait, ils vont très bien et qu'ils ne souffrent pas. C'est pas vraiment ça. Donc, à noter que ce sont des personnes qui sont en souffrance. Mais oui, mais le problème, c'est que si on essaie d'avoir la compassion pour leur souffrance, on reprend une deuxième couche. Le problème, il est là, et que en fait, eux-mêmes n'ont pas accès à leur souffrance. Donc, avoir de la compassion pour quelque chose auquel ils n'ont pas accès, au contraire, ça va les énerver encore plus. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, il y a plusieurs typologies de pervers narcissiques. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de faire un portrait type, parce qu'il va y avoir, par exemple, le type un peu grandiose, où là, c'est la personne qui va être un peu arrogante déjà dans son abord. Ensuite, il va y avoir d'autres personnalités qui vont être beaucoup plus dissimulées, y compris des gens qui s'approchent des autres sous forme pour se faire plaindre. Donc là, c'est beaucoup plus dissimulé. Mais ce qui compte et ce qui est toujours la même chose, c'est le cycle de la relation avec ces gens-là. Alors, je dis que c'est toujours la même chose, il y a des nuances quand même. Mais globalement, il y a toujours des cycles. Il y a le moment où ils installent une relation. Il y a le moment où ça commence un peu à se dégrader, ils vont commencer à dévaluer la personne. Il y a le moment où, en général, ils vont la jeter une fois qu'elle est usée ou qu'ils ont trouvé une autre source ailleurs. Et puis souvent, il y a un moment où ils vont venir la rechercher. Donc, c'est vraiment un cycle qu'on retrouve la plupart du temps, sachant que l'amorce d'origine, elle peut prendre un peu deux formes. Soit ça va être ce qu'on appelle du love bombing, donc un bombardement d'amour. Moi, j'aime pas du tout ce mot-là parce que c'est pas du tout de l'amour, c'est un bombardement d'illusions en fait.
pour faire venir la personne dans la relation et lui faire croire que ça va être une super relation, soit ça va être une approche beaucoup plus par la pitié et venir s'accrocher à l'autre par sa gentillesse, son empathie, voilà, susciter la gentillesse et l'empathie de l'autre pour pouvoir l'accrocher dans la relation. D'accord. Donc, en fait, dans ce que tu nous décris, dans ce cycle, il y a quand même des phases clés dans lesquelles les personnes qui nous écoutent et qui s'interrogent peuvent peut-être se reconnaître. Je pense que le plus difficile, ça c'est mon avis, mais tu vas me dire, le plus difficile est peut-être la première phase, en fait, à détecter. Celle où la personne en lien avec le PN est aussi dans l'engouement du début de relation. C'est ça. C'est ça. Alors là, effectivement, les PN, d'ailleurs, ils vont chercher globalement des cibles intéressantes, c'est-à-dire des cibles qui vont jouer ce jeu. Et tous les premiers contacts, en fait, vont être une façon par le PN de tester si la personne va entrer dans le jeu ou s'il vaut mieux aller chercher ailleurs parce qu'elle ne va pas entrer et rester dans le jeu suffisamment longtemps. Et donc, très souvent, ils vont effectivement déjà, même dès la période où ils font miroiter du beau, ils vont souvent envoyer une petite pique, mais un truc mais presque subliminal et voir comment on réagit. Et plus ça va aller, plus ils vont tester pour voir en fait si la personne va mettre en place malheureusement des mécanismes qui vont la faire rester après dans la relation, qui seront de nier leurs propres sensations, leurs propres perceptions et de rester sur l'illusion projetée par le pervers narcissique. D'accord. Alors, c'est très intéressant ce que tu racontes parce que du coup, j'ai envie de rebondir sur deux aspects. Parce que des personnes, alors certaines personnes, mais tu as déjà un petit peu répondu, certaines personnes se demandent s'il est possible, lors de premiers échanges, de premiers rendez-vous, de premiers contacts, d'arriver à identifier cette petite faille dans laquelle il ne faut pas tomber et qu'on est face à ces PN. Donc ça, c'était une des interrogations. Essayer de se préserver en se disant je suis prudente, c'est un premier rendez-vous ou un deuxième ou un troisième, à qui ai-je affaire? C'est ça. Donc il faudrait être en mesure d'arriver à trouver cette petite pique que la personne que le PN va lancer pour tester, mais sans être expert. Est-ce que c'est c'est surtout ne pas les conduire, c'est-à-dire l'entendre et la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est il vous prévient en fait en quelque sorte. D'accord. Donc c'est ce que tu as dit ensuite, ne pas rester dans l'illusion que ça peut être super. C'est ce qu'on pourrait dire. Parfois on se dit on a des a priori sur les gens. C'est pas parce qu'il a dit ça qu'il est comme ça. Mais alors là, ça serait plutôt dire attention, c'est une alerte. Voilà, ça peut être une alerte. Ça peut être une alerte, effectivement. Donc, il faut vraiment faire preuve de discernement. Et ce n'est pas facile parce que très vite, le PN, il va empêcher justement l'autre de faire preuve de discernement. Okay. Par plein de techniques de manipulation. Je suis désolée, j'ai un avion et un train qui passent en même temps. Ça fait on entend bien. Donc, par plein de techniques de manipulation, en fait, le pervers, il va très rapidement empêcher l'autre de réaliser, de faire fonctionner son cerveau, son intuition, de se connecter à son corps pour savoir ses ressentis. Donc, très vite, tout le système en fait, de radar va être brouillé, en fait. Ok. Et alors, la deuxième chose qui est apparue dans ce que tu as dit, et heureusement, je ne l'ai pas oublié, c'est que tu disais qu'il va s'attaquer, entre guillemets, à une certaine catégorie de personnes. Et justement, c'est une des questions qui a été posée. Est-ce que il s'attaque à une certaine catégorie de personnes pour justement ces caractéristiques de fragilité, de sensibilité, ou est-ce que ce sont ces mêmes personnes qui ont tendance à attirer les PN? C'est les deux, c'est une danse qui se fait à deux. En fait, c'est comme les deux faces d'une même pièce. C'est deux personnes qui sont en réalité extrêmement complémentaires et c'est pour ça que ce jeu va se jouer aussi longtemps parce que ça va s'emboîter en fait parfaitement comme les deux morceaux d'un puzzle. Il y a effectivement souvent chez les personnes qui vont rester en relation avec des PN, il y a à la fois en général une belle énergie parce que c'est de ça que le PN va vouloir se nourrir. Donc quelqu'un qui est terne, quelqu'un qui ne va pas bien, en général le PN ne va pas être intéressé parce que comme émotionnellement il ne sait pas fabriquer les choses lui-même, il a besoin d'aller s'approvisionner, ce qu'on appelle du fuel narcissique, hein, l'approvisionnement narcissique. Et ça peut venir que de personnes qui ont quand même un certain nombre de choses à offrir, des qualités, et aussi qui ont un sens de l'empathie important.
Mais c'est aussi des personnes qui, effectivement, ont une blessure narcissique, elles aussi. Le pervers narcissique, il a une blessure narcissique. La victime a une blessure narcissique, sauf qu'elle a été gérée différemment. Parfois, c'est même la même blessure à la base. Parfois, ils ont vécu presque la même histoire. La seule chose, c'est qu'en fait, à un moment de leur vie, très tôt, ils ont choisi de le gérer différemment. Ça me parle parfaitement ce que tu dis. Ça rejoint un petit peu ce qu'on s'était dit auparavant. Et la question alors qui en découle, c'est est-ce que on va reproduire ça une fois qu'on s'est débarrassé d'un PN? Est-ce que par la force des choses, puisqu'on porte en nous cette blessure narcissique, est-ce qu'on va être tenté de renouveler l'expérience, entre guillemets, avec un autre PN? Est-ce que c'est un cycle qui se reproduit sans cesse? Alors, tant qu'on ne l'a pas compris et déprogrammé et résolu, oui, on va reproduire. Alors, avec des modalités parfois différentes. Il y a pas mal de thérapeutes, en particulier une grande canadienne, une grande australienne, je veux dire, qui raconte à quel point elle a été démolie 2 fois par 2 PN très actifs, avec des formats complètement différents, et qu'elle s'est fait prendre la 2e fois parce que l'apparence était différente. Mais en fait, le fonctionnement et la dynamique et l'impact sur le partenaire est elle-même. Donc, en général, les personnes qui entrent dans ce genre de relation et qui jouent le jeu, c'est des gens qui ont été quelque part entraînés à accepter un certain nombre de choses, à prendre sur soi, à ne pas écouter ses émotions, à faire passer l'autre avant soi-même. Et en fait, cet entraînement, il prédispose, en fait. Il prédispose. Tiens, je suis contente, je viens de trouver la traduction d'un mot en anglais. Susceptible, c'est prédisposé. Voilà, tiens, c'est très bien. Ceux qui nous écoutent, combien ce que tu viens de dire est très, très important. Vous pourrez repasser l'interview à volonté parce qu'il y a tellement de contenu là très important. Ne passez pas sur ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Oui. Là, je m'adresse à tous qui nous écoutent. Parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre tout ce que tu racontes par rapport à nos propres blessures, par rapport à nos prédispositions, par rapport à ce qu'on a, on a été entraîné à accepter et à faire. On n'a pas forcément envie de l'entendre, mais ça fait partie aussi du processus et des raisons pour lesquelles on rentre en rapport avec ce genre de personnes. Donc, voilà. C'est terrible, ça peut être des signaux extrêmement faibles. Et justement, en fait, c'est comme si le PN, il allait tester pour voir où était votre niveau de tolérance en réalité. Et donc, au départ, ça peut être des phrases avec des micro-comparaisons avec quelqu'un dans votre entourage qui, du coup, sont à votre détriment et vous ne le percevez pas complètement parce que c'est dans un flot de plein d'autres choses magnifiques. Est-ce que tu seras en mesure, par exemple, puisque tu as rencontré quand même des personnes que tu as traitées par rapport à ça, de nous donner des exemples de petites phrases insidieuses qui pourraient… Oui. Pas tout le monde va s'y reconnaître, mais ça nous donne un exemple. Alors, il y a de 2 genres, par exemple. Moi, je me souviens, le dernier PN que j'ai croisé dans ma vie, c'était il y a 4 ans. Je l'emmène en soirée avec des amis. Il se trouve que moi, j'étais enseignante et que c'était une soirée de danse. Donc, je lui ai montré quelques passes. Et puis après, j'ai une autre copine enseignante, elle aussi, qui lui a montré quelques passes. Et j'ai eu droit à une phrase du style « oui, elle s'est bien expliquée ». Et en fait, sur le coup, on ne le comprend pas. Oui, tu vois, moi, C'est après coup qu'on comprend qu'en réalité, la deuxième partie de la phrase, c'est « elle est bon prof et toi, tu ne l'es pas ». Et sur le coup, on ne le comprend pas. Il y a juste une sorte de micro-malaise. On se retourne, on se dit « non, mais c'est bon, il n'a pas dû vouloir dire ça ». Voilà. On est dans la compréhension, dans l'empathie, comme tu disais. Il s'est mal exprimé, il a été maladroit, quoi. C'est ça. Il y a plein de choses qu'on met sur le compte de la maladresse. Et parfois aussi, souvent au début, ils vont tester en faisant un compliment et en le reprenant. Alors en anglais, ça s'appelle backhanded compliment, c'est-à-dire qu'en fait, on donne d'une main, on reprend de l'autre. Et là, en fait, ça crée vraiment une rupture de schéma au niveau de notre mental. On se dit, mais du coup, laquelle des 2 parties est vraie? Je ne comprends pas. Oh non, c'est bon, comme en même temps, il m'a fait un sourire, c'est que c'est bon. Et donc, on oublie l'autre partie, mais l'autre partie, elle s'imprègne. Et elle s'inscrit, et elle s'installe, et elle finit par miner complètement. Et du coup, j'ai ma caméra qui… Tu me vois toujours, toi? Là, je ne te vois plus. Ah, voilà, c'est ce que je ne sais pas pourquoi, la caméra s'est arrêtée. Mince. Bon, ben mince, alors oui. Je ne sais pas quoi faire. Attends, que faire? Hop là, attends, fais voir.
Ben non, ça ne fonctionne plus avec la caméra. Alors, que fait-on? C'est la première fois que ça m'arrive, ça? On essaye de continuer, puis on va On servir. continue, on voit. Bon, le principal, c'est qu'on t'entend de toute manière. Ma tête n'est pas très importante. Alors, du coup, j'ai une question à te poser parce que ben, ça fait réagir des choses en moi. Est-ce que ces petites phrases, quand tu dis il donne d'un côté, il reprend de l'autre, est-ce qu'il peut utiliser beaucoup l'humour? Ah oui, alors, ça s'appelle couching. Donc, alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout un vocabulaire qui existe pour chaque action de ce type de personnalité. D'accord. Ça a vraiment été codifié parce que même si les PN ont des profils forcément un peu différents, des expériences un peu différentes, leur fonctionnement est quand même presque toujours le même. Et des fois, d'ailleurs, même leurs phrases d'une personne à l'autre, on va retrouver exactement les mêmes phrases. Un peu comme un mode opératoire, quoi, en fait. Ah oui. Et donc, ça s'appelle du couching. Et effectivement, il y a en général deux formes de couching. Il y a une méchanceté, mais oh non, mais c'est une blague. Sauf que là, en fait, c'est pas du tout drôle parce qu'il s'en prend à des choses qui sont extrêmement intimes et souffrantes éventuellement pour la personne, parce qu'il va toujours aller taper là où ça fait mal. Ou alors, il va sortir vraiment une horreur et me dire « mais je te dis ça pour ton bien ». Et là, encore une fois, il y a toujours la deuxième partie qui va faire douter de ce qu'on a vraiment entendu juste avant. C'est en ça que c'est des techniques de manipulation, parce qu'en fait, on finit au niveau du cerveau par avoir une sorte de déconnexion. Oui. Et ça introduit ce qu'on appelle une dissonance cognitive chez la personne, qui fait que du coup, elle ne sait plus trop quoi penser. Et comme dans le reste, en général, il va continuer au départ au moins à être hyper sympa et tout ça, on va continuer d'ignorer. Okay. Et puis, il y a le moment où il va commencer à être vraiment plus du tout sympa. Et là, il y a un autre mécanisme qui va se mettre en place, c'est l'espoir de retrouver les débuts en disant « mais je ne comprends pas, ça marchait bien avant, donc ça va bien remarcher ». Et là, en plus, du coup, le partenaire, le pauvre, il va faire tous les efforts possibles pour que ça remarche. Voilà, c'est pain béni pour le pervers narcissique. Oui, parce qu'on était jusqu'à présent quand même plutôt dans le début de relation. Donc, si maintenant on considère le moment où c'est bien installé, où la personne qui est victime, entre guillemets, du PN a bien compris à qui elle avait affaire et dans quoi elle s'était… Alors non, elle ne comprend pas tout de suite encore. Même après les débuts, elle ne comprend pas tout de suite. Après, il y a d'abord la partie de ferrage vraiment du pervers narcissique qui va refermer la nasse. C'est souvent emménager ensemble, faire un enfant, se marier. Parce que là, en fait, ça va mettre l'autre dans une situation dont il lui sera plus difficile de sortir. Voilà. Un petit peu, pas de soumission, mais d'engagement, on va dire. D'engagement, exactement. Puis comme en général, en plus, les PN, ils choisissent des gens qui ont un gros sens de l'engagement. Ça va être très coûteux pour eux de revenir en arrière. D'accord. Donc, voilà, le ferrage est fait, la nasse est refermée, voilà. Alors ça, c'est très, très important. Là, plusieurs personnes peuvent se reconnaître dans ce que tu dis là, plusieurs relations. Ok, donc, alors j'avais envie, alors je ne sais pas si je vais trop vite dans le déroulement. Non, vas-y. Mais du coup, je me disais, j'avais envie de te demander quelle stratégie alors à mettre en place pour s'en sortir. Alors, la personne avait demandé précisément quelle stratégie à mettre en place pour stopper sa volonté de dominer. Mais est-ce que, en fait, je comprends qu'en fait, on ne peut pas stopper sa volonté, on peut simplement arriver à s'en sortir soi-même, quoi. Si j'ai bien compris. Alors, il y a des gens qui vont faire le choix de continuer à cohabiter avec un pervers narcissique en abandonnant vraiment. Alors, soit ils s'abandonnent eux-mêmes et ils deviennent l'ombre d'eux-mêmes, et en général, dans ce cas-là, le PN part parce qu'il va se nourrir ailleurs. Voilà, une fois qu'il a achevé sa proie. Soit, donc la personne va décider, bon an, mal an, de rester dans un mariage ou de rester dans un boulot, parce que ça peut être aussi au niveau boulot, en vraiment prenant sur soi et en n'attendant plus rien de la relation. Génial, c'est pas hyper épanouissant. Soit la personne, à un moment, va avoir une prise de conscience extrêmement forte qui va lui donner un élan pour partir. Et là, moi qui anime des groupes et qui intervient sur des forums pour les gens qui sont en relation avec des pervers narcissiques, la plupart, malheureusement, c'est dans un état catastrophique. C'est-à-dire que l'emprise a été telle que émotionnellement, c'est des personnes qui sont complètement vidées. L'entourage les a désertés. C'est eux-mêmes qui passent pour fous.
Financièrement, en général, ils sont pris à la gorge parce que le pervers narcissique, il a installé un système qui les rend dépendants financièrement. Donc, en général, c'est catastrophique ce moment-là. Donc, le but, c'est d'essayer de ne pas aller jusqu'à ce moment catastrophique. Et quand on choisit de partir, c'est une partie d'échec qu'on vit avec un pervers narcissique. Et donc, il faut avoir un coup d'avance. Ah, Il n'y a voilà. pas de choix. C'est la question que j'allais te poser. Une fois qu'on est parti, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'arrête? Alors, la personne, évidemment, qui est partie va essayer de se reconstruire, mais la relation avec l'autre, est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'il va insister? Ou est-ce qu'une fois que la personne est partie, bon, c'est bon, il va chercher une autre proie? Alors, en général, d'autres proies, il en a déjà sous le coude. Hein, parce qu'en général, il a plusieurs personnes dans son entourage à différents stades de la relation en même temps. D'accord, intéressant. Ben oui, parce qu'il faut bien pouvoir renouveler au moment opportun s'il y a une proie qui s'en va. Donc, en général, ils en ont plusieurs à différents stades de la relation. Bon. Et ils vont faire avancer une relation en fonction de ce qui se passe dans les autres. Voilà. Donc, ça, c'est quand même, c'est de la stratégie. Hein. Voilà. C'est très, très intéressant, oui. Donc, quand la relation s'arrête, alors si c'est à l'initiative du pervers narcissique, il peut vouloir revenir régulièrement pour retester son pouvoir sur l'autre. Son pouvoir de faire de la peine. Ça, c'est assez terrible, hein, mais la première fois qu'on se rend compte qu'un pervers narcissique, il est venu rompre sur place, on se dit, oh, quand même, il a eu du cran et tout. En fait, c'est peut-être simplement pour vous voir pleurer. Et pour voir l'impact qu'il a sur vous. C'est pas pareil que j'ai de l'empathie et je viens te l'annoncer en te prenant dans mes bras plutôt qu'en t'envoyant un vulgaire SMS. Non, ça peut être aussi pour se délecter de l'impact qu'on a sur l'autre. Waouh, mince. Okay. Après, il peut très bien disparaître pendant un certain temps et puis revenir de temps en temps juste pour voir s'il a encore de l'impact, voir si vous êtes encore prêt à le reprendre. Et alors justement, à ce moment-là, si la personne ne le repousse, qu'est-ce qui se passe dans la tête du PM? Que va-t-il faire? Est-ce que on est en train de gagner du terrain ou est-ce qu'on alimente? Ça dépend comment on le repousse déjà. Et ça dépend où il en est, lui, par rapport aussi à ses autres victimes, ses autres proies. S'il a des proies de secours, il tournera peut-être plus facilement la page, au moins temporairement. Il peut y avoir des effondrements aussi psychologiques de ces gens-là. C'est des gens qui ont une structure psychique extrêmement fragile, donc il peut y avoir une vraie explosion de leur personne. Et il peut y avoir du coup une rage narcissique. Et là-dessus, attention, on n'annonce jamais en tête-à-tête à un pervers narcissique qu'on le quitte. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que sinon, on finit aux 20h. C'est pas compliqué. Hein. D'accord. Moi, là-dessus, je suis catégorique. Wow, c'est chaud, quoi. Les infos en sont pleines. Ouais. L'affaire du pont de Ligonnès, quand elle est sortie la première fois, moi, je me suis dit, c'était un pervers narcissique. Il a fallu attendre quand il y a eu, on a cru qu'on avait attrapé on l'avait attrapé, qu'en fait, c'était un pauvre gars, le pauvre. Oui, c'est un mauvais quart d'heure. Et là, il a fallu vraiment, en ce moment-là, pour qu'il y ait une interview d'un psychiatre qui raconte qu'en fait, c'était une décompensation d'un pervers narcissique. D'accord. Voilà. Okay. Et qui fait que, plutôt que de perdre, et surtout de perdre l'image qu'il avait dans les yeux de ses enfants et de sa femme, il a préféré ne plus jamais voir ce regard. Ok, oui, c'est des personnes qui peuvent aller très loin par rapport à ce qu'ils ressentent, par rapport à leur souffrance et par rapport à… Et ils peuvent être dans le déni de ce qu'ils ont fait après. Enfin, c'est terrible. Hein. Franchement, aux 20h, on en a une sacrée quantité. Hein. Un Jonathan Daval qui pleure en disant c'est terrible ce qui m'arrive. Le problème, c'est qu'en plus, il est convaincu à ce moment-là que c'est terrible ce qu'il vit. Oui, oui. Parce que c'est des gens qui sont complètement fragmentés, donc ils ont pu faire un truc à un moment, mais être complètement dans le déni de ce qu'ils ont fait parce que c'est une autre partie d'eux qui s'exprime à ce moment-là. Ok, bien. J'entends. J'espère que vous… de la folie. Hein. Comment? En fait, c'est un mécanisme de défense, de protection par rapport à une sorte de forme de folie. Hein. Oui, mais j'entends. Je ne mesurais pas le niveau en fait de folie, oui, parce qu'on peut appeler ça de la folie, la gravité de l'atteinte psychologique de ces gens-là, quoi. Et j'en prends conscience, quoi. Là aujourd'hui, avec toi, en discutant, c'est très intéressant. Bien, alors, effectivement, on pourra parler pendant des heures. Donc, je reviens sur le cadre par rapport aux interrogations de ceux qui nous écoutent. Alors, la question, mais tu as un petit peu répondu. On me demandait comment lâcher prise avec un PN.
Alors, comment ça se passe souvent? En tout cas, ce que moi j'ai pu constater dans l'expérience que j'ai eue des gens qui côtoyaient des PN, souvent en fait le PN à un moment, il va faire l'acte de trop ou la phrase de trop qui va faire qu'il va y avoir une grosse prise de conscience en face. Un truc de oh, ça, là je peux plus. J'ai enduré, j'ai encaissé, machin, là je peux plus. Donc il y a souvent ça. Et là, en général, il y a quand même une prise de distance qui est souvent irréversible de la part de la personne qui était en relation avec un PN. Il y avait une deuxième partie dans ta question. Si tu peux Mais en fait, je vais repréciser. Oui. Alors. Oui, comment lâcher prise, parce que je reprécise, la personne, je sais qui a posé cette question, pour le coup, je connais son histoire personnelle, donc je reprécise pour qu'elle ait vraiment la réponse à sa question. C'est une fois qu'on est parti, mais on continue à subir, parce que c'est la suite en fait de la question précédente. On est parti, ok, mais comme tu l'as expliqué, il revient périodiquement en fonction de ses autres proies. Comment la personne qui est quand même partie et qui quand même subit par période ces attaques, comment peut-elle lâcher prise? Comment peut-elle arriver à continuer en abandonnant cette personne, parce qu'elle est tout le temps présente mentalement, si tu veux, puisqu'elle revient régulièrement. Comment lâcher? C'est un travail vraiment émotionnel et quasiment énergétique qu'il faut faire. Moi, je travaille beaucoup avec le bonhomme aux allumettes, mais sous hypnose, parce que je trouve plus puissant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment à un moment que le corps renonce, parce qu'il y a aussi c'est une imprégnation dans le corps. Oui. Souvent, les gens qui quittent un PN, ils vont dire oh, ça m'a arraché une partie de mes entrailles, quoi. Parce que la relation d'emprise, elle est basée sur une fusion. Ce qui fait qu'effectivement, quand l'autre s'en va, il arrache quelque chose. Oui. C'est logique. En anglais, ça s'appelle enmeshment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une imbrication, une intrication. Ce qui fait que quand l'autre part, même quand on part soi-même, il y a comme une sorte de déchirement. D'accord, j'entends. Alors, la question justement que je comptais te poser, mais plutôt sur la fin, c'est quel conseil tu donnerais pour arriver à se guérir soi, en fait, une fois qu'on s'est débarrassé physiquement du PN. Donc, ça serait de suivre des thérapies, comme tu viens de le dire, sous hypnose. C'est ce que tu fais toi, donc. Ouais, alors des fois, on va avoir besoin de se séparer avant même de partir. Parce qu'en fait, pour pouvoir partir dans de bonnes conditions, le mieux, c'est d'avoir déjà fait son travail de résilience, de restructuration de soi avant même de partir, pour pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles. Ah oui, c'est pas bête du tout, ça, effectivement. Ouais. Alors, c'est compliqué, parce qu'il faut accepter de continuer à subir, mais en faisant ce qu'on appelle la technique du galet gris et tout ça, on arrive à moins encaisser. Et donc, oui, il faut faire un travail sur soi qui ne passe pas juste par de la parole, parce que la parole, elle ne va pas aller vraiment déprogrammer les croyances qui ont amené à ce qu'on entre en contact avec des gens comme ça. Elle ne va pas déprogrammer les croyances que le pervers narcissique va vous avoir infiltrées vraiment dans l'esprit. Et elle ne va pas déprogrammer cette thérapie par la parole, tout ce qui se passe vraiment au niveau corporel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte d'empoisonnement, quoi. D'accord. Ok, donc il y a des solutions, il faut le savoir. Du coup, oui, heureusement qu'il y a des solutions. Et donc, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent te contacter en privé pour voir éventuellement ce que tu peux leur apporter comme aide par rapport à ça. Tout à fait, parce que non seulement je travaille bien sûr sur les pervers narcissiques, je travaille aussi sur ce qu'on appelle la relation de codépendance, qui est un mode relationnel très particulier. Je travaille aussi sur le profil de la personne qui entre en général en contact avec un pervers narcissique, qui souvent est ce qu'on appelle un dépendant affectif avec plein de caractéristiques. Et autant ne peut pas agir sur l'autre, autant c'est important de pouvoir décoder qui est le pervers narcissique, comprendre les actes, comprendre ce qu'il y a derrière et tout ça. Autant c'est important de comprendre aussi comment on fonctionne soi-même et ce qu'on met dans cette relation pour pouvoir justement évoluer soi-même et ne plus entrer dans ce genre de relation. Très bien. Effectivement, c'est ce qu'on a abordé au début de l'interview, où tu expliquais qu'on était soi-même blessé, qu'il y avait des choses à travailler sur soi pour ne pas être à nouveau confronté et ne pas reproduire ce cycle éternellement. C'est ça, exactement. Alors là, on parle effectivement de personnes qui
s'interrogent sur soi, sur sa relation, qui ont des soupçons, on va dire, ou des prises de conscience. Mais il y a quelqu'un qui nous a demandé s'il était possible d'ouvrir les yeux à quelqu'un qui est victime d'un PN, mais qui ne s'en rend pas forcément compte. Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on peut lui ouvrir les yeux? Ou est-ce que cela va se passer lorsque la personne sera prête et qu'elle va s'en rendre compte par elle-même? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est un vrai sujet que j'ai vu à titre personnel et que j'ai vu aussi à titre professionnel. Plus vous allez essayer de forcer la personne à voir, plus par le jeu de ce que met en place le pervers narcissique, en fait, cette personne va se couper de vous. Oui. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. C'est désarmant parce qu'il y a des moments où on voudrait que la personne entende et voit. Donc, il faut vraiment, en fait, rester sur des faits très précis. Sachant qu'en face, la personne qui est sous emprise va en permanence rationaliser ce qui se passe. Et rester sur des faits, moi, j'utilise souvent, OK, ta meilleure amie te raconterait ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Très souvent, ça aide l'autre à se décentrer, la victime à se décentrer et du coup à dire, ah oui, merde, OK. Oui, puis qu'il y ait une prise de recul, une prise de conscience par rapport à une situation X, quoi, en fait. Et moi, très souvent, je finis par poser la question parce que là, j'ai des clientes que je suis, et des clients aussi d'ailleurs que je suis sur ce sujet-là, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour ça maintenant. Et j'en ai qui m'envoient des fois des copies de SMS et tout ça. Je dis, bah oui, là, on est dans le schéma typique, OK. Et ma question, c'est, maintenant, tu attends quoi? D'accord. Donc, quand même, une sollicitation, un questionnement sans jugement, parce que si le jugement, il y a forcément machine arrière, on va dire, on se braque. Hein, mais quand même, un petit questionnement pour se faire, pour que l'autre s'interroge et essaye de prendre du recul par rapport à la situation. C'est ça, et rester présent parce que c'est très difficile, parce qu'en plus, si le pervers narcissique, il a senti que vous l'avez démasqué, il va essayer d'isoler sa victime par rapport à vous. Et oui, ce que tu disais, c'était qu'on se retrouvait isolé de tout le monde. Hein. Ça faisait partie des caractéristiques de cette relation, c'est qu'on se retrouve coupé de notre entourage. Et surtout de ceux qui ont ouvert les yeux, quoi. Oui, totalement. Ça me parle tellement, mais ça me parle tellement. Alors, j'avais une autre question, mais on y a un peu répondu, hein, parce que je ne savais pas tout de ce que tu as dit. Il y a une personne qui me disait le pervers narcissique. Alors, attends que je retrouve exactement. Oh là là, où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, n'aime personne, car il ne sait pas aimer. Ça, c'est une affirmation que la personne nous dit. Ouais. Et du coup, pense-t-il, est-ce qu'ils pensent aimer réellement ou est-ce qu'ils ont conscience que c'est un jeu? C'est très compliqué, ça dépend des phases de leur vie, ça dépend. Comme ils sont très fragmentés, ils peuvent très bien à un moment s'en rendre compte, mais passer à une autre facette d'eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas l'affronter, en fait. Le plus gros, il est là. Oui. Il y a des moments où ils s'en rendent compte, mais c'est plus fort qu'eux. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion en particulier de discuter avec deux très jeunes, qui avaient 20 ans, tous les deux. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils ont appris un fonctionnement. Ils en voient l'utilité et ils se rendent compte surtout qu'ils ne savent pas faire autrement parce qu'en fait, ils n'ont pas construit de personnalité autre que ça. Et donc, il y a un moment où ils choisissent, ils disent « Ok, tant pis. Je fais comme ça parce que je ne sais faire que comme ça. » Exactement. Ouais. Exactement. Bon, et très vite, ils mettent en place du déni. À chaque fois qu'ils ont un comportement catastrophique, ils mettent en place du déni pour se protéger. Ouais. Donc, oui, parce que, tu disais quand même qu'ils étaient victimes eux-mêmes de leurs propres blessures. Oui. Donc, difficile quand même d'arriver à identifier qu'on a un comportement déviant, car quand il est directement issu d'une blessure dont on est soi-même victime et qu'on subit au quotidien. Oui, oui. Donc, ok. Je ne sais pas s'il y a des peines qui vont nous écouter, mais on pourrait quand même imaginer que certaines personnes puissent se reconnaître, hein, même si l'interview est destinée à aider les personnes qui en sont plutôt victimes, mais on peut se dire que il y a des personnes qui peut-être souffrent de cette pathologie et qui vont peut-être à un moment donné se reconnaître. Comment on pourrait les aider? Que doivent-ils faire eux de leur côté pour
pour Alors, essayer de sortir de je ça. suis très régulièrement un Russe OK. qui fait ses conférences en anglais, qui lui-même a été diagnostiqué 2 fois pervers narcissique dans sa vie quand il a été, poursuivi par la justice. Parce qu'ils vont jamais se faire diagnostiquer, de leur propre initiative. Donc il a été obligé d'accepter le diagnostic puisque ça a été fait 2 fois, hein, voilà. Donc il fait des conférences très, très intéressantes sur le sujet et lui, il pense qu'il peut mettre en place une thérapie pour les pervers narcissiques, qui s'appelle Cold Therapy, donc c'est vraiment voilà, très spécifique. Ce que moi j'en vois, c'est qu'en fait, des fois, quand ils vont être proches d'une dégringolade, à un moment, parce qu'en fait, c'est des gens qui s'auto-sabotent tout le temps, hein, c'est Oui. effrayant comme vie. Hein. Même si on ne le voit pas parce qu'ils se remontent aussi vite qu'ils sont descendus, mais ils vont parfois très très bas. Le problème, c'est que si à un moment de bas, ils vont consulter, dès qu'ils vont aller un tout petit peu mieux, ils vont soit arrêter la thérapie, soit utiliser le thérapeute en le manipulant. Alors le pire, c'est les thérapies de couple avec ces gens-là, à fuir complètement. D'accord. OK. Hein, parce que là, le thérapeute de couple se fait retourner complètement et vous ressortez en disant en fait, c'est moi qui prends toute la responsabilité sur les épaules. C'est génial, c'est formidable. OK. Bon, ça, c'est bon à savoir du coup. Parce que des personnes dans l'empathie voudraient effectivement. Il faut que ça marche. Eh oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui fait rester. Et c'est pour ça qu'ils vous ont choisi en général. C'est parce que vous allez tout faire pour que ça marche. Vous êtes des bons petits soldats bien engagés dans votre démarche. Pour vous, votre couple ou votre relation professionnelle, elle est hyper importante. Et donc, le coût pour vous de le quitter sera tellement énorme que vous allez mettre une énergie de dingue pendant des années, voire des décennies, hein, parce qu'il y a des gens qui restent pendant 30, 40, 50 ans avec des pervers narcissiques dans leur couple, hein, même, pour faire que ça marche. OK. Donc, je reviens quand même sur ça parce que je pense que c'est l'essentiel et c'est ce qu'attendent les personnes qui souffrent de ça, du coup, les victimes. Ça serait séparé, pas séparé, prise de conscience, pas prise de conscience. Enfin, si, quand même, après une prise de conscience, ça serait de se faire traiter soi, quoi, de se faire aider pour se détacher. Le lâcher prise en soi n'est pas super efficace. Il ne suffit pas, on va dire, hein, le lâcher prise. Il faut vraiment arriver à se soigner de l'intérieur pour se détacher de cet arrachement dont tu parlais, en fait, et de ces blessures-là. On est bien d'accord sur ça. Absolument. Et en plus, il y a plein d'outils de développement personnel qui sont super, mais qui justement sont presque contre-productifs quand on est dans une relation avec un pervers narcissique. Je pense aux accords Toltec. Oui. C'est inapplicable quand on est en relation avec un pervers narcissique. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Totalement. Je te rejoins parfaitement. C'est très important justement de l'appliquer, mais ça devient presque impossible. C'est ne pas prendre les choses personnellement quand toute la journée vous êtes humilié. Oui. C'est un sport. On va dire que ça puise dans notre énergie à un niveau tel qu'on se retrouve totalement vidé en fin de journée, quoi. On peut le faire, bien sûr, tout est faisable. On peut appliquer ces accords, mais il nous vide de notre énergie. Avoir une parole impeccable. Moi, je me souviens, hein, le dernier boulot que j'ai eu, le patron, son grand truc, c'était de faire en sorte que tout le monde dise du mal des autres dans le dos. Ah bah, c'est formidable, c'est génial. Comment vous voulez avoir une parole impeccable quand autour de vous ne circule que des méchancetés? Bah, du coup, ça veut dire que vous avez tout qui vous arrive dessus, vous ne rétorquez pas. Donc, vous engrangez de l'horreur. Oui. Et à moins de mettre une espèce de protection énergétique, émotionnelle hyper puissante, et pour ça, il faut quand même être au 5e dan du judo du développement personnel. Là. Oui, donc être prudent dans l'utilisation de certains outils en développement personnel qui ne correspondent pas à cette personnalité en particulier. Bah, c'est-à-dire que ça ne vous suffira pas, quoi. Malgré votre bonne volonté, malgré vos efforts, vous allez continuer de vous vider. Okay. Donc, il faut vraiment, je pense vraiment que c'est un cas où si on n'est pas aidé de l'extérieur, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Très bien. Écoute, Muriel, moi, j'en ai fini avec mes questionnements. Est-ce que de ton côté, il y a des choses que tu voudrais préciser, ajouter, qui te paraissent essentielles et qu'on n'a pas abordées? Si, il y a peut-être une chose, c'est qu'on voit pas mal fleurir des groupes Facebook sur les victimes de pervers narcissiques. Alors, moi, de temps en temps, je commente, je commence même à aller poster des vidéos pour montrer quels différents types d'approches on peut avoir pour aider, hein, en particulier en faisant le tour des accompagnants qui existent justement dans le monde entier sur le sujet. Mais il faut vraiment faire attention à ne pas rester dans un rôle de victime et à ne pas
aller chercher un réconfort auprès de gens qui ne sont pas forcément plus éclairés que soi, parce qu'on risque au contraire d'aller se conforter dans sa victimisation et c'est vraiment pas la chose à faire. Autant recevoir de la compassion, c'est très bien, autant des conseils et des conseils va-t-en-guerre et je sais pas quoi de la part de gens qui ne sont pas éclairés sur le sujet ou qui eux-mêmes sont dans de la souffrance, je suis pas sûre que ce soit forcément très aidant. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette précision. Effectivement, je pense que c'est important parce que c'est la première démarche qu'on va faire. On va aller chercher des gens qui nous ressemblent et qui sont dans la même situation que nous pour se sentir compris. Mais effectivement, ils sont dans la même panade. Donc, en tout cas, il faut prendre leurs conseils avec précaution. D'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, Muriel, je te remercie vivement. Merci à toi aussi, Muriel. Je pense que tu vas faire des heureux. Je pense que tu vas en soulager plus d'un, plus d'une. Et je mettrai tes coordonnées également pour qu'on puisse te... Oui. Parce que j'ai vraiment, effectivement, voilà, j'ai vraiment mis au point tout un processus pour essayer vraiment d'aller éradiquer les fondements de ce qui fait que les pervers narcissiques peuvent s'accrocher à leurs victimes. C'est vraiment ça qu'il faut traiter. Je pense sincèrement que les personnes qui sont et qui se sentent concernées en ont totalement conscience. Et si elles ont posé autant de questions aujourd'hui, c'est qu'elles voient combien il est difficile de s'en détacher. Donc, je pense que ce sont des personnes qui sont dans la demande d'aide et d'accompagnement et qui avaient besoin de comprendre certaines choses et qui ont besoin d'être aidées. Donc, je pense qu'elles n'hésiteront pas à faire appel à toi. Très bien. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange et c'est toujours très intéressant pour moi parce qu'à chaque question, ça me permet de réfléchir encore au sujet. Puis aujourd'hui, tu as vu émerger une traduction que tu cherchais. Exactement. Donc, oui, parce qu'il y a un mot qui s'appelle en anglais susceptible et je ne trouvais pas parce qu'évidemment, le mot, c'est pas susceptible. Et en réalité, c'est prédisposé, quoi. Ok, tu vois, je suis ravie. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup, Muriel. Au revoir, à bientôt. Au revoir.